Bonjour. Vous venez de vivre une expérience douloureuse lors du visionnage de l'épisode 1 de ces vidéos qui traitait du glyphosate. Si vos symptômes sont frissons, colère incontrôlable, envie irrépressible de faire un commentaire désagréable, crispation des membres, pupilles dilatées, un seul traitement, le calme-toi. Ne perdez pas le contrôle. Calmez-vous. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi nos champs, nos campagnes, en sont venus à ressembler à ça? Pourquoi nous voyons des tracteurs? Pourquoi mettons des pesticides? Pourquoi certains n'en mettent pas? Et surtout, est-ce que nous allons arriver à faire mieux? Toute cette histoire remonte à si loin que l'on pourrait sûrement l'introduire par « l'agriculture n'a eu de cesse d'évoluer depuis le néolithique ». Oui, c'est très bien, c'est très intéressant, mais on va avancer un petit peu, sinon ça va être très long. Entre le XVIe et le XIXe siècle, la production alimentaire changea du tout au tout. On produit plus avec moins de personnes, on fait des rotations dans la culture depuis déjà un certain temps, on a des écoles d'agriculture qui apparaissent, on a de plus en plus de machines, en gros, le monde évolue et l'agriculture avec. C'est suite à la Seconde Guerre mondiale que l'agriculture intensive voit le jour, avec une explosion certaine dans les années 60, conduisant à d'incroyables augmentations des rendements de nos cultures, de quoi nourrir beaucoup plus de bouches. À la mécanisation déjà amorcée depuis plusieurs décennies, s'ajoute une meilleure irrigation, l'utilisation de fertilisants minéraux, ou encore d'autres choses, comme une nouvelle version, si je puis dire, de ce qu'on appelle le remembrement. Alors le remembrement, c'est un concept en fait qui date de l'Antiquité, où il s'agit en gros, de rendre plus pratique la taille des parcelles. Donc on va les regrouper, les arranger, les adapter par exemple aux nouvelles machines agricoles qui arrivent. L'idée derrière ça, ça va être de ratisser les chemins, les fossés, etc. En gros, on terraforme finalement. L'idée derrière, c'est évidemment de penser au rendement, mais pas seulement. Ça va être un gain de temps pour l'agriculteur, ça va limiter ses déplacements, et donc là tout de suite on pourrait dire aussi que ça va limiter sa consommation de carburant par exemple. Dans les années 60 également, on assiste à la révolution verte, un phénomène extrêmement important du point de vue de l'histoire de l'agriculture, et qui a pas l'air si connu que ça. Du coup j'ai très envie de vous en parler. Il s'agit d'une initiative de la fondation Rockefeller, dont l'objectif était d'entraîner, sur la base des progrès scientifiques, l'essor agricole de plusieurs pays en développement, afin qu'ils cultivent mieux, avec de meilleures variétés et de meilleures techniques, notamment pour lutter contre la malnutrition. Cela valut d'ailleurs un prix Nobel de la paix à l'un des agronomes très importants du projet, Norman Borlaug, à travers ses travaux sur le blé. Alors oui, évidemment, il faudrait tout un épisode pour résumer cet événement si singulier, retenons simplement qu'il participa grandement à la transition des modèles agricoles, on va dire traditionnels, vers des modèles agricoles plus industriels, donc d'améliorer la productivité, la sécurité alimentaire, mais aussi les conditions de travail des agriculteurs de ces pays. Alors oui, évidemment, c'est un brin plus compliqué que ça, cité ici pour son poids vis-à-vis de l'histoire de l'agriculture moderne, elle eut bien sûr un impact négatif sur l'environnement par exemple, ou encore sur les sociétés de ces pays en développement, en termes de disparité sociale, ou simplement les conséquences de l'exode rural. Et puis, ça et là, on peut lire des fois que, mine de rien, en pleine guerre froide, l'un des points positifs de la sécurité alimentaire, c'est qu'elle évite les révolutions communistes. Bon, certes, c'est une analyse comme une autre. Je ne peux évidemment que vous inviter à vous renseigner là-dessus si vous n'en aviez jamais entendu parler, parce qu'évidemment, je suis resté extrêmement superficiel. D'ailleurs, globalement, ces vidéos sont superficielles, donc attention, l'avertissement est donné. Je reconnais aussi que les changements ces dernières décennies sont si importants que ce bref résumé est sûrement une insulte à l'égard de l'histoire de l'agriculture que je trouve pour autant passionnante. C'est pour ça que je vous propose de résumer tous ces changements à l'un de ces changements que vous adorez, nos très chers produits phytosanitaires. Déjà évoqués durant l'Antiquité, ils sont concrètement utilisés depuis le début du XIXe siècle, notamment à travers la nicotine, si, celle-là même, ou le ver de Paris, un joli nom qui cache un produit contenant notamment de l'arsenic, très exactement l'acéto-arsénite de cuivre. Alors je sais qu'il faut pas se fier à l'intitulé, mais ça a l'air cool. On peut citer un autre produit que vous connaissez très bien, qui a la particularité d'être un fongicide efficace pour protéger les vignes, mais hélas qui est mauvais à la santé en plus de persister longuement dans les sols. The Bordeaux Mixture, la bouillie bordelaise, in French, elle est utilisée par de très nombreux particuliers, et elle est notamment autorisée en agriculture biologique. Oui, c'est pas forcément dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais c'est marrant.
Et puis, petit à petit, l'utilisation de ces produits fut de plus en plus répandue, avec par exemple le dichloro-diphényl-trichloroéthane. Le DDT, c'est un petit peu le papa du glyphosate en termes de détestation. Il s'avérait être un moyen économique et pratique de contrôler les nuisibles s'en prenant en culture, en plus de jouer un rôle non négligeable dans la lutte contre le paludisme. Vous le connaissez également puisque c'est le genre de produit à qui on faisait prendre l'avion. Enfin pas chez nous, hein. Je sais qu'on vous sert régulièrement des images d'avions dans les articles, etc. Mais non, en France, c'est interdit. En association avec tous les moyens mis à disposition des agriculteurs, eh bien les produits phytosanitaires font, malgré vos grimaces, partie des choses qui permettent d'éviter de grosses pertes de rendement, notamment en contrôlant ce qu'on appelle les nuisibles et les plantes adventices. Effectivement, sans ces moyens, y compris nos produits, là, une exploitation pourrait perdre la moitié, si ce n'est plus, de sa production. Et sans même parler absolument de productivité, ce que je peux comprendre, on perd vite de vue quelque chose de très important, c'est que l'évolution de l'agriculture a aussi profité aux humains qui sont derrière. Eh bien oui, l'agrochimie, comme tant d'autres de moyens modernes, ont permis aux travailleurs de la terre de gagner en confort, de ne plus se tuer le dos à arracher de l'herbe, à l'image de ces éloquents tableaux du 19e siècle. Évidemment, c'est quelque chose que nous avons oublié, et quelque part, c'est tant mieux. Mais cette réalité d'alors nous explique aussi pourquoi l'agriculture moderne a connu autant de succès. Alors si oui, dans nos pays, à l'heure actuelle, le glyphosate et ses camarades sont parfaitement honnis, n'en oublions pas également ce que cela nous a apporté. Il peut s'avérer assez sage de votre part de ne pas percevoir l'agriculture moderne que sous un angle négatif, mais aussi d'en observer quelques-uns de ses bénéfices. Par ailleurs, elle a contribué à nourrir une population croissante depuis le début du XXe siècle, en plus de satisfaire les besoins et les évolutions d'après-guerre. Et puis revendre un petit peu les surplus, tant qu'on y est. Mais pourtant, au milieu de cette merveilleuse histoire de l'agriculture, se trouve un petit grain de sable salvateur qui vient coincer ce bel engrenage. Nous sommes en 1962. Rachel Carson, une biologiste, publie Silent Spring, en français, Un printemps silencieux. Dans son ouvrage, elle traite des résistances de certains nuisibles aux pesticides, de leur mauvaise utilisation, des dommages collatéraux qu'ils engendrent sur les espèces non cibles, en particulier les oiseaux, auxquels le titre fait référence, puisqu'un monde sans oiseaux est un monde silencieux. Plus largement, le livre parle de l'impact de ces produits sur l'environnement, mais également sur l'homme. 2 millions d'exemplaires vendus, un impact considérable, notamment sur les consciences naissantes, écologiques, de ses contemporains d'alors. Les entreprises d'agrochimie, forcément, elles, sont furieuses. Monsanto, qui opère déjà dans les années 60, publie d'ailleurs un livre parodique, The Desolate Year, où ils imaginent ce que serait une année sans pesticides afin de contrer le livre de cette hippie de Rachel Carson. On y parle d'une année sans agrochimie, d'une année avec de la famine, des nuisibles un peu partout, etc. Je force un peu le trait, mais c'est un peu l'idée. Donc oui, Monsanto, ça fait 70 ans que ça dure, on connaît la musique, ce n'est finalement qu'une petite part de ce qu'a dû subir Rachel Carson à l'époque, à la sortie de son livre, puisque vous pouvez vous imaginer assez facilement ce qu'une femme a pu subir comme genre d'attaque personnelle. Vous l'aurez compris, cet ouvrage a fait grincer pas mal de dents, y compris chez les agriculteurs qui, évidemment, étaient en toute logique plutôt favorables à l'utilisation de ces produits puisque cela leur avait apporté une certaine augmentation de leur rendement et de leur productivité. Quoi qu'il en soit, l'impact de Silent Spring est alors si important qu'on l'estime grandement responsable de l'interdiction, quelques années plus tard, du DDT. On estime également que le livre est en partie responsable de la création de l'EPA, l'Environmental Protection Agency, une agence américaine, indépendante, chargée de protéger l'environnement et la santé des contribuables. Vous l'aurez compris, Silent Spring est l'un des points de départ de nos consciences écologiques, y compris de celles des pouvoirs publics. Si l'ouvrage, bien sûr, n'est pas le seul phénomène à montrer les incertitudes du public face aux opinions, il en constitue aujourd'hui certainement l'une des pierres angulaires, si ce n'est la pierre angulaire. D'ailleurs, le livre se trouve encore facilement en vente aujourd'hui, et d'aucuns aiment bien penser qu'il fait partie de ces livres qui, à l'instar de l'origine des espèces, ont changé le monde.
À sa suite, bien sûr, les inquiétudes au sujet des pesticides n'ont fait que croître. L'idée a donc fait son chemin, et elle est toujours parmi nous. Parce que les idées vivent, et c'est ainsi. Si Silent Spring n'est pas vraiment le point de départ, il suffit simplement de regarder un petit peu autour de nous, et de se pencher tout simplement sur certaines pratiques culturelles. Vous en connaissez au moins une, mais si. L'agriculture biologique. L'idée date à l'origine des années 30, nous sommes donc bien avant Silent Spring. Le concept prend naissance à partir de mouvements souvent ésotériques, issus d'Allemagne, Suisse, Grande-Bretagne. L'idée cependant est relativement similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas dans le principe, c'est-à-dire moins de mécanisation, une meilleure autonomie de l'agriculteur et évidemment pas de produits dits chimiques, ou plus exactement évidemment devrait-on dire, de synthèse. Bah oui, la bouillie bordelaise, c'est pas chimique. C'est comme le verre de Paris. Les noms ils sont beaucoup trop jolis pour ça. Oui, c'est du sulfate de cuivre, la bouillie bordelaise. Et puisque je vous dis que c'est pas chimique. Enfin. Bonjour. Ceci était de l'ironie. Ce message vous a été offert gracieusement par le comité de lutte contre le premier degré, ainsi que le ministère du second degré français. Et merci. Plus sérieusement, c'est une réaction face à l'arrivée de l'agrochimie, évidemment, donc ce qui est souvent le cas, étrangement, mais ça prend aussi d'autres tournures, c'est-à-dire philosophiques, sociologiques, il y a notamment des réflexions vis-à-vis de notre rapport à la nature. Bref, il faut attendre les années 90 pour que l'agriculture biologique soit mieux réglementée et qu'on mette un petit peu de rigueur là-dedans, que le concept s'attarde davantage sur la qualité des produits par exemple. C'est la naissance du fameux label AB que vous retrouvez sur vos produits préférés. Donc ça signifie que lorsque vous achetez un produit bio, il respecte le label bio, sinon c'est pas un produit bio. C'est une question de confiance ou de qualité, pour utiliser le terme dédié. Et pourtant, aujourd'hui, l'agriculture biologique ne représente finalement que 7,5% de la superficie agricole en France en 2018. D'autres chiffres, plus anciens, de 2007, estiment entre 5 à 6% seulement des Français qui sont des consommateurs réguliers. La part du bio reste donc assez faible, même si elle tend bien sûr beaucoup à progresser. Le chiffre de 2007, par exemple, est possiblement beaucoup plus important aujourd'hui. C'est qu'il faut reconnaître que les produits issus de l'agriculture biologique sont souvent plus chers, donc moins accessibles. Et la grande question est... pourquoi? C'est parce que l'emballage est en carton marron et vert. Ouais. Enfin, pas vraiment, mais ça me fait rire. Alors oui, on pourrait recauser le biomarketing, parce que c'est une réalité, mais c'est pas tellement la question. Dans un premier temps, évidemment, ce qui est plus rare est plus cher. Et lorsque l'on produit un peu moins, il faut essayer de compenser un petit peu de l'autre côté. Qui plus est, les produits bio peuvent être plus chers à produire, notamment parce qu'éventuellement, il peut nécessiter plus de main-d'œuvre. Pour comprendre en partie du moins cette rareté, il faut avoir conscience que le label bio est régi par des règles très strictes, que d'aucuns considèrent comme parfaitement dogmatiques. En d'autres termes, ce sont des règles difficiles à intégrer pour les agriculteurs, en plus de ne pas toujours faire bon sens. Et je suis désolé, mais on va encore parler de la bouillie bordelaise. Désolé. Je me permets d'ailleurs rapidement une petite parenthèse pour mon autocritique, juste pour vous dire que la bouillie bordelaise est une cible très facile. Elle est très pratique d'un point de vue de la vulgarisation parce que ça me permet de vous transmettre facilement des idées en ce moment même, mais c'est une cible facile de tout résumer à ça. Surtout que si vous avez bien écouté par rapport à la superficie agricole de l'agriculture biologique, finalement on conclut que ce qui s'en sert le plus, c'est en agriculture conventionnelle. Bref. Ok, c'est pas un produit de synthèse, mais ne pas être un produit de synthèse n'a jamais voulu dire ne pas être mauvais. Je sais pas moi, l'arsenic, le mercure, le sel, le chou-fleur et la betterave rouge. Alors oui, on pourrait s'amuser à compter les incohérences et les impasses vers lesquelles nous mène l'agriculture biologique, mais j'ai surtout très envie de vous dire, et c'est le grand moment que j'attendais depuis le début de cette vidéo, l'agronomie, mes chers enfants, c'est une science. Oui, comme l'écologie. Bordel. L'agriculture biologique propose souvent moins de rendement en moyenne. Pour produire autant, il faut donc plus de surface. Au-delà du fait que produire moins peut engendrer des prix plus élevés pour le consommateur, il est à noter que ce constat est un très gros problème point de vue environnemental, pour ne pas dire l'un des plus importants. S'ajoutent à cela des éléments comme le fait de labourer plus pour compenser l'absence de produits, et ça, la microfaune et les micro-organismes du sol, ils aiment moyen. Voilà. On a bien dit du mal de l'agriculture biologique, et encore j'ai pas tout dit, mais voilà. On est content. Mais est-ce que vous saviez qu'à l'échelle locale, l'agriculture biologique présentait une bien meilleure biodiversité? Que, en fin de compte, elle se distinguait réellement du point de vue de l'environnement? Et que oui, s'il faut parler des intrants, en théorie, sur principe, on en met moins.
Alors même si, par conviction ou par souci économique, dans le conventionnel, on a tendance aussi à en mettre moins. Alors oui, on peut passer énormément de temps à contre-argumenter sur l'agriculture biologique, dire tout ce qui ne va pas, mais on passe aussi énormément de temps à généraliser. Ce n'est pas parce que, en moyenne, l'agriculture biologique présente moins de rendement que toutes les exploitations présentent moins de rendement, par exemple. Devons-nous pour autant tout rejeter? L'agriculture est l'un des piliers de l'humanité. Depuis si longtemps, les humains expérimentent, testent, se trompent, réussissent. Nous avons atteint un point technologique qui nous ouvre un grand champ possible. Encore nous reste-t-il à l'accepter, que l'on soit anti-ceci, pro-cela, sceptique ou croyant. C'est ainsi, par exemple, que dans les années 70, fruit d'un travail empirique et philosophique, un nouveau modèle agricole voyait le jour. Parmi ses inspirations, un certain Masanobu Fukuoka, microbiologiste puis agriculteur japonais, il décrit dans son livre La révolution d'un seul brin de paille, publié en 1975, comment il a cultivé du riz et de l'orge, sans travail mécanique, avec peu de désherbage, sans engrais, sans pesticides, et avec des rendements satisfaisants. Pour y arriver, il a notamment utilisé un couvert de trèfle blanc, qui permet aux plantes adventices d'éviter de pousser, et qui, en tant que légumineuse, permet d'apporter dans les sols de l'azote, ce qui est un fertilisant. En 1970, deux Australiens font notablement progresser le concept. Bill Mollison, le papa de cette pratique, et David Holmgren. Leur premier livre, Permaculture One, ainsi que leurs travaux postérieurs, cherchent à proposer des principes méthodologiques, notamment agronomiques, pour créer des espaces de vie autonomes et résilients. Ce qui forcément, à l'époque, reste adapté au climat et à l'environnement australien. Voilà. C'est important de le préciser. Sous le nom de permanente agriculture, vous l'aurez compris, permaculture, ce modèle avait pour objectif de prendre en compte la biodiversité et les caractéristiques de chaque agroécosystème. L'idée est de réussir à construire un système agricole, philosophique et social même, et de lier le tout de manière harmonieuse. Présenté comme ça, c'est chouette. Malheureusement, aujourd'hui, elle gagnerait à se développer en dehors des idéaux et autres dogmes de notre temps, de l'ésotérisme qui parfois l'habite, afin d'aider à résoudre les problèmes liés à notre agriculture moderne. Parce que la permaculture, comme l'agriculture biologique, au milieu de leurs écarts de conduite méthodologiques, présente des aspects d'une discipline scientifique dont le nom a commencé à prendre son essor à la fin des années 2000. L'agroécologie. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans toute cette histoire. Alors qu'on se mette d'accord, l'idée de cette discipline scientifique est bien sûr bien plus vieille que ça, bien avant le XXe siècle, donc finalement bien avant qu'on se pose des questions sur les pesticides. Et commençons par le commencement, mais c'est quoi l'agroécologie ? L'agroécologie, c'est un terme qui date en fait du début du XXe siècle et qui a été assez popularisé, en tout cas dans les milieux scientifiques, dès les années 30, en fait, notamment aux États-Unis et un peu en Union soviétique aussi. En fait, c'est une science qui résulte de la rencontre entre deux autres sciences, l'agronomie et l'écologie. Et l'idée, en fait, c'est il y a un principe général, c'est qu'on va viser autant que possible une autosuffisance biologique des systèmes de production agricole, grâce à l'utilisation de processus écologiques. On va mettre à disposition de la production alimentaire les connaissances qui ont été accumulées en écologie. Ça va cibler le remplacement des interventions sur la parcelle, autant que possible, bien sûr, parce qu'on se rend bien compte que quand on veut réorienter la production primaire vers l'alimentation humaine, on va forcément intervenir sur la parcelle. Mais l'agroécologie, son objectif, ça va être de remplacer autant que possible ces interventions sur la parcelle par la maîtrise de processus écologiques et donc leur meilleure connaissance de ces processus écologiques. L'idée, c'est effectivement que l'agroécologie, prise d'un point de vue systémique, elle permet aussi de redonner une prise sur leur travail aux agriculteurs, en quelque sorte, de leur redonner des manières de ne pas être forcément dépendants d'autres intervenants. Ça ne veut pas dire qu'on peut réduire complètement leur dépendance, parce que dans un monde où il y a une question de croissance démographique, une question de besoins alimentaires croissants, il faut aussi se poser les questions de comment est-ce qu'on permet à tout le monde de manger correctement. L'agroécologie, c'est en fait s'émanciper aussi de l'idée qu'il y a une solution miracle qui fonctionnera partout. En fait, il faut raisonner à la parcelle, il faut raisonner au territoire, il faut raisonner à l'exploitation agricole, il faut raisonner à la filière agroalimentaire. Il n'y a pas de solution qui est applicable partout sans distinguer les différences qu'il peut y avoir entre à la fois les contraintes pédoclimatiques qu'il va y avoir à un endroit, les différents écosystèmes qu'on va avoir autour de nos parcelles cultivées, que ce soit des écosystèmes plus ou moins anthropiques, peu importe, et aussi, bien sûr, la dimension sociale. C'est-à-dire,
quelles sont les habitudes alimentaires qu'il y a sur ce territoire-là, dans quelle mesure elles sont compatibles avec une certaine vision de l'agroécologie, et comment est-ce que finalement, parce que l'agroécologie aussi, c'est une redéfinition de notre rapport à la production agricole, quoi. Voilà de quoi vous donner déjà une bonne idée de ce qu'est cette discipline, une meilleure définition que je ne l'aurais fait moi-même, et vous aurez donc compris que l'objectif n'est pas forcément que de réduire les pesticides et les intrants en général, même si c'est souvent pour les instituts de recherche qui font de l'agroécologie un objectif clairement affiché. Et je sais aussi que ce sera beaucoup plus évident pour vous si nous vous donnons quelques exemples, et pour commencer, Damien va vous résumer son sujet de thèse qui parle de carabes. Vous allez voir. En fait, ma thèse, j'ai regardé l'impact que pouvait avoir la structuration du paysage sur les communautés de carabes et de quelques autres arthropodes comme les araignées, les cirfes et les chrysopes, qui ont tous un intérêt, donc qui ont tous été choisis parce qu'ils ont un intérêt d'un point de vue de provision de services écosystémiques, comme pour les carabes et les araignées, ça va être plus la lutte biologique, donc notamment sur les pucerons, mais pas seulement. Voilà pourquoi on s'est intéressé à ces groupes d'arthropodes. L'idée de ma thèse, c'était donc de comparer ces communautés dans deux milieux qui sont assez importants, prépondérants dans les paysages agricoles, que sont les prairies permanentes et les céréales d'hiver. Mais j'ai regardé comment en fait les espèces et les individus de carabes, d'araignées, etc. se répartissaient entre ces deux milieux voisins, toujours. J'ai regardé une prairie et une céréale voisine. Et il s'est avéré qu'effectivement, il y a un intérêt à avoir des prairies en plein milieu de paysages cultivés parce qu'elles permettent d'apporter un refuge, notamment quand il y a des perturbations dans les milieux agricoles. Alors, c'est pas négatif d'un point de vue écologique de dire perturbation. Ça veut juste dire que le milieu est perturbé et c'est normal dans un milieu agricole parce qu'il va y avoir des interventions de l'agriculteur dessus. Donc, ça va déstructurer le milieu pour certaines espèces. Donc, elles vont avoir besoin soit de le fuir. Elles vont mourir parfois même parce que elles vont plus trouver la ressource qu'elles ont besoin, ou alors mécaniquement, par exemple, si le labour aussi c'est une perturbation. Et en fait, pour échapper à ces perturbations, les individus qui vont y survivre vont pouvoir aller dans les prairies, et moi dans le cas de ma thèse, dans les prairies adjacentes, et donc assurer la perpétuation de la population en quelque sorte. Alors des exemples, évidemment, on pourrait vous en donner des tas, puisque c'est une vaste discipline. Elle s'intéresse aussi bien aux micro-organismes qui se trouvent dans le sol qu'à la structure des paysages. Et Damien, en plus de ça, a pensé à un exemple, tout simple, auquel j'avais pas du tout pensé, alors que pourtant, vous le connaissez au moins de nom. Un exemple tout bête de pratique agroécologique, c'est tout simplement la rotation de culture. Et je commence par quelque chose de super simple, au sens où en fait, on fait de l'agroécologie depuis très longtemps. La rotation de culture s'en est tout simplement. Pourquoi ? Parce que l'idée de la rotation de culture, on va éviter que des bioagresseurs ou des maladies s'installent durablement sur une parcelle. Ou même des adventices, parce que certaines adventices qui sont très liées à des cultures en particulier. Eh ben oui, la rotation de culture, c'est tout simple, mais encore fallait-il y penser. Alors ma discussion avec Damien a été plus longue que ça, et il m'a notamment aidé, m'a donné quelques éléments supplémentaires pour vous donner d'autres exemples. Il y a d'ailleurs cette partie de l'agroécologie qu'il aime bien appeler l'agroécologie du paysage. Mais si, vous savez bien, ce sont ces éléments paysagers que l'on retrouve sur un territoire agricole. Cela peut être des haies, des bandes enherbées, on peut aussi parler de la taille plus petite des parcelles, la présence de prairies permanentes, un territoire avec une plus grande diversité dans les cultures, etc. Ces éléments permettent d'apporter un truc dont vous entendez vaguement parler en ce moment, la biodiversité. Et ces éléments, ils permettent d'améliorer ce qu'on appelle les services écosystémiques, et donc si je l'ai pas dit avant, ce sont les bons et loyaux services de Dame Nature. Et cette notion de service écosystémique est vraiment super importante, ça fait partie des mots à retenir quand on parle d'agroécologie, puisqu'il y a des choses comme la pollinisation par exemple. Ça a vraiment un impact très positif sur les rendements chez certaines cultures. Il y a aussi les vers de terre, ils ont un impact très positif sur les sols. Damien m'a également expliqué que l'on démarre tout juste à évaluer l'impact des carabes sur les espèces de plantes dites adventices. En gros, les mauvaises herbes. Eh ben oui, parce que les carabes, ils mangent des graines. C'est ce qu'on appelle tout simplement du désherbage. Alors le montage a relativement tranché à l'âge cette discussion, donc si ça vous intéresse, vous trouverez le lien de la discussion quasi complète dans la description. Et quant à nous, maintenant que nous vous avons donné de quoi réfléchir, en espérant vous avoir fait découvrir correctement l'agroécologie, il va être temps de conclure ces deux vidéos. Nous avons terriblement besoin d'innovation, de développement scientifique, pour réussir l'incroyable challenge de nourrir ces milliards de personnes, éclater les dogmes, retrouver et valoriser nos services écosystémiques,
soutenir nos agriculteurs, etc. L'agroécologie n'est qu'une des solutions. Elle est celle que je vous présente aujourd'hui, par choix, parce qu'il serait bon d'en entendre parler davantage. De la bonne manière, avec le respect des faits scientifiques. Ces vidéos n'avaient en fin de compte qu'une seule prétention. Vous faire comprendre un principe simple de l'agronomie qui est, je crois, ce que l'agroécologie scientifique cherche à nous signifier. Je paraphrase les mots de Ponce Augustin Hallette dans son dictionnaire portatif du cultivateur de 1790. À chaque agriculteur, exploitation, parcelle, région, sa méthode d'agriculture, ses tests, son terroir. Contrairement à ce que vous craignez parfois, je pense que vous avez vraiment les moyens de faire pression sur les volontés politiques en tant que consommateur et en tant qu'électeur. Car plutôt que de soutenir les innovations agricoles, de vous expliquer convenablement les bénéfices de l'agroécologie ou des biotechnologies, alors que c'est de votre bouffe dont on parle, peut-être que oui, en effet, il est plus facile de vous rassurer facilement, en vous disant tout simplement que oui, on supprimera le glyphosate.